Bon, donc on va reprendre cette deuxième partie de l'après-midi qui est vraiment en continuité avec ce qu'on a dit avant sur toutes les questions d'identité, de transmission, de transgression aussi, de témoins. Alors, la Shoah a coupé l'histoire en deux. Il y a eu l'avant, il y a l'après. Elle est la bascule la plus inconcevable de la pensée humaine. Nous avons deux approches différentes de ce drame avec les deux personnes qui sont à côté de moi et vous avez dû avoir les films en lien cette semaine, donc j'espère que vous les avez vus, que vous les avez regardés. En tout cas, vous les aurez encore quelques jours si vous voulez les voir. Je pense qu'ils sont extrêmement passionnants et que ça serait vraiment bien que vous les regardiez si jamais vous ne les avez pas regardés. D'abord, je dis bonjour à Ruth Zilberman. Bonjour. Documentariste, écrivain. Un premier livre, La direction de l'absent, qui est un roman autobiographique que je vous conseille et qui est absolument captivant. Un autre livre ensuite viendra compléter le film 209 rue Saint-Maur, un livre dans lequel on découvre les coulisses de cette recherche et de sa détermination à comprendre les vies minuscules de cet immeuble du 209 à travers les âges et l'histoire. Dans le film, vous déployez une enquête initiatique de limier en partant d'un immeuble parisien choisi au hasard dont vous ne savez absolument rien. 209 rue Saint-Maur, solide bâtisse en pierre, un lieu qui aurait dû protéger les occupants et qui, au lieu d'être enfin un ancrage, un refuge, est devenu un piège pour les habitants. L'immeuble est toujours là, mais les occupants, pour la plupart, déportés. Ainsi, vous comparez la permanence de la pierre à l'impermanence des vies humaines. Vous, Ruth Zilberman, dont la mère et la grand-mère ont elles-mêmes été déportées, sont revenues, mais pas votre grand-père. Vous retracez la vie de ces habitants disparus avant leur arrestation lors de la rafle de juillet 42 en faisant raconter aujourd'hui des survivants enfants à l'époque. Ce sont des gens inconnus de vous, inconnus de nous et qui deviennent des proches, presque des voisins, si vous regardez le film. 300 habitants au 209 rue Saint-Maur, 100 habitants juifs, 52 ont été raflés et assassinés, dont 9 enfants. Un film sur leur histoire qui rejoint l'histoire et comment celle-ci nous traverse, nous guide. Il y a une autre information que peut-être Ruth vous dira, c'est qu'elle a réussi à faire mettre 2 plaques commémoratives sur cet immeuble particulièrement touché, en tout cas aussi touché que certains immeubles de ce quartier particulièrement touché par les rafles. Vous, Patrick Sobelman, bonjour, producteur de films de cinéma. En 1994, vous filmez chez elle votre grand-mère Golda Maria, témoin direct rescapée d'Auschwitz, où elle fut déportée en 1944 avec son petit garçon de 4 ans, Robert, assassiné dès son arrivée avec la mère de son père, c'est-à-dire la belle-mère de Golda. Elle ne s'était jamais racontée auparavant. Dans ce film, Golda vous parle à vous, seul, en tête à tête. C'est une personne libre, déterminée, franche, énergique, féministe, qui vous dévoile son intimité, ses deuils impossibles, ses choix. On assiste en direct, et c'est prodigieux, dans les 2 films, à la résurgence d'une mémoire qui redevient active progressivement. Elle dit « Mon cerveau s'est ouvert, quelque chose me revient ». Et vous découvrez, comme nous, son histoire en même temps qu'elle la raconte. En 2020, parce que ça c'était en 1994 qu'il a interviewé sa grand-mère, en 2020, Patrick et son fils Hugo ont fait de ce témoignage intime un film universel et essentiel qui sortira normalement sur les écrans le 2 février 2022.
Alors, juste une question pour démarrer. L'un ou l'autre, vous répondez. Qu'aviez-vous en tête en réalisant ce projet? Peut-être on peut partir sur la mémoire. Comment reviennent les souvenirs? Est-ce qu'ils reviennent tout d'un coup? Est-ce qu'il y a un processus de retrouvailles grâce à la parole, aux objets, aux prénoms? Dans vos deux films, des petits miracles se produisent. C'est lorsque ces souvenirs jaillissent au détour d'une évocation. L'un ou l'autre, vous voulez répondre à la question? Oui, ben, donc le film, cette enquête sur le 209 rue Saint-Maur, donc, comme vous l'avez dit, Muriel, j'ai donc mené une enquête qui est à la fois une enquête un petit peu archivistique et en quelque sorte de détective, puisque j'ai tenté de retrouver les locataires qui avaient habité à cette adresse et que j'ai retrouvé disséminés hors du 209 rue Saint-Maur, qui est un immeuble tout à fait simple, enfin un immeuble de Paris dans le 10e arrondissement, juste derrière l'hôpital Saint-Louis. Et donc, j'ai retrouvé des gens qui n'y habitaient plus, naturellement, dont la vie avait été bouleversée. C'était évidemment des survivants. La plupart, leurs parents avaient été déportés. Eux-mêmes avaient souvent grandi au 209 rue Saint-Maur, avant d'en être arrachés par la guerre. Et donc, j'en ai retrouvé souvent soit à Paris, soit en province, soit à l'étranger, jusqu'en Australie, aux États-Unis, en Israël. Et donc, c'est vrai que j'arrivais avec une sorte de sésame qui était cette adresse, et que le sésame même, hein, c'est-à-dire la question de l'espace, puisque, alors, vous demandez comment, finalement, on fait remonter la mémoire, et l'hypothèse que j'avais, ou plutôt, c'est même pas une hypothèse, c'est finalement la formulation d'une expérience sensible que nous partageons, mais que je ressens de façon extrêmement forte, c'est qu'on est évidemment à la fois des êtres de temps et des êtres d'espace. Et donc l'idée, c'était qu'évidemment, il allait falloir tenter de retrouver dans cet immeuble le temps qui avait été déposé, le bruit du temps, comme dirait le poète, en l'occurrence aussi Mandelstam. Et donc, c'est avec ce sésame-là, c'est en voulant ressusciter finalement ces êtres qu'ils avaient été à la fois dans le temps et dans l'espace, que je suis arrivée jusqu'à eux. Et comme vous le disiez, le problème, c'est que d'abord, il y a eu une accumulation mémorielle assez importante quand même depuis 1945, on va dire, surtout dans les 3 dernières décennies. Et qu'une des observations que j'ai faites, c'est que, et on le comprend, enfin, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part un discours qui peut être parfois extrêmement stéréotypé, archétypal, qui, à mon avis, tient à plusieurs raisons. D'abord, qui est dû à la répétition, qui est dû aussi probablement à quelque chose qui protège, et donc qui a tout son sens. Mais c'est vrai que j'arrivais en voulant un tout petit peu faire un pas de côté par rapport à cette réminiscence archétypale. Et donc, suivant ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire essayant d'aborder en face de moi des gens qui étaient à la fois des êtres de temps et d'espace, un des recours que j'ai eu, dont j'ai appris par la suite, puisqu'il y a parmi vous quelques psychanalystes, et j'ai appris que c'était, par exemple, un usage, mais je l'ai fait de façon tout à fait intuitive et assez sauvage et pas du tout théorique, c'est qu'un des arsenals que j'avais, c'était en effet des petits meubles, en fait, tout simplement des meubles de poupée, avec lesquels je demandais à ces personnes, à ces gens que j'ai retrouvés, tout simplement de m'indiquer la manière dont étaient constitués leurs appartements. Et donc, ils plaçaient des lits, ils plaçaient les fenêtres, etc. Et c'est vrai que cette sorte de... Comment j'appellerais ça, d'adhésion, finalement, à un espace, de résurrection, finalement, d'un espace, faisait rejaillir tout ce qui est associé à l'espace. Enfin, la manière dont nous sommes, évidemment, plongés dans l'espace, c'est-à-dire la vision. Et Muriel vous a dit que j'avais choisi cet immeuble au hasard. C'est vrai. En même temps, je l'avais choisi parce que je faisais un film et que donc c'était un immeuble qui avait une cour et 4 façades pour pouvoir évidemment filmer plus aisément, alors que s'il y avait une seule façade, j'aurais été collée contre elle, ça n'aurait pas été extrêmement pratique. Mais ce qui voulait dire, évidemment, vous l'imaginez bien, des échanges de regards
la question de ce qu'on voit, de ce qu'on devine derrière les fenêtres des voisins, était non seulement cruciale, mais évidemment spatialement, en quelque sorte, figurée. Donc c'était la question du regard, c'était évidemment aussi la question des sons. Et donc c'était des questions extrêmement concrètes finalement. Et donc avec cette tentative finalement de résurrection sensitive, et encore une fois de ces êtres dans l'espace qu'ils étaient et que nous sommes, ben c'est vrai, pardon, c'est vrai que je crois que c'est vraiment la question de la réminiscence était provoquée de façon assez, voilà, assez impressionnante parfois. Mais c'était encore une fois quelque chose d'assez sauvage, pas très théorique. Mais ces personnes qui avaient évidemment, quand je les rencontrais entre 75 et 85 ans, étaient ramenées par le biais d'un objet à l'être antérieur qu'ils avaient été. Donc c'était parfois très spectaculaire. Bonjour. Alors, contrairement au film de Ruth, qui est un film absolument magnifique, mais qui est précédé par une enquête minutieuse, un travail très important avant de tourner, forcément. Golda Maria, qui au départ d'ailleurs n'était pas un projet de film, d'ailleurs, qui était juste un projet d'enregistrer l'image et le récit de ma grand-mère, n'a été précédé d'aucune enquête et d'aucun travail préparatoire. C'est-à-dire que je suis arrivé ce 29 octobre chez elle, j'ai posé la caméra et puis je lui ai posé une question, mais je n'avais absolument préparé en fait aucune question. Je n'avais comme seul plan que de lui faire raconter son récit de façon chronologique, sa vie, pour arriver là à la question qui m'intéressait, qui me hantait même depuis pas mal d'années, qui était comment on fait en 45, quand on revient d'Auschwitz, qu'on a perdu un enfant, qu'on a perdu des membres de sa famille, qu'on revient d'un endroit innommable, comment on fait pour vivre? C'est quoi une vie derrière? Une vie de femme, une vie de mère, une vie de grand-mère, une vie de citoyenne? Comment on fait? Où on trouve... voilà. Mais pour arriver à ce qu'elle réponde à cette question, en tout cas qu'on touche à cette question, il fallait forcément repartir depuis le départ. Et le départ, c'est tu es né où, tu es né quand, etc. Quelle est ton histoire avant? Mais je n'avais absolument vraiment rien préparé. Et si la mémoire, parce que la question de comment est-ce que la mémoire lui revient, elle revient non pas par mes questions, mais elle revient de façon émotionnelle par le fait que c'est une grand-mère qui parle à son petit-fils. Et que notre relation, qui était une relation d'amour familial très grande, très complice, lui a permis de se poser des questions et de réfléchir et que sa mémoire revienne. Voilà. Et pas par mes questions. Mes questions sont des questions de très très mauvais journalistes. Enfin, vraiment, il y a pas. Mais voilà, je crois que c'est le rapport émotionnel, puisque contrairement à ton film, je la connaissais évidemment. Voilà, c'est procédé comme ça. Et puis peut-être aussi qu'à jouer le fait qu'on n'était pas tout à fait deux dans la pièce, il y avait quand même une troisième personne dans la pièce, qui était mon grand-père, dont on voit la main au tout début, et bon, ceux qui ont vu le film, ma grand-mère la repousse la main de son mari tout de suite en disant c'est pas toi là, c'est moi. Mais on le revoit à la fin, et à la fin par contre on le voit vraiment dans le cadre, dans la lumière, et tout de suite il se remet dans l'ombre parce que je crois qu'il était gêné par le soleil qui passait par la fenêtre, qui était une métaphore de sa vie à elle, parce que évidemment il a passé une grande partie de sa vie dans l'ombre de l'histoire de ma grand-mère, puisque lui n'est pas un rescapé des camps et que son histoire évidemment a été moins mise en avant dans la famille, enfin a moins fait partie du roman familial. Bonjour à toutes et à tous. Alors je prends le relais, je m'appelle Étienne Klein, je suis physicien et j'ai vu ces deux films qui sont des films évidemment très émouvants, qui ont, outre le fait qu'ils racontent des histoires qui coïncident dans le passé, temporellement, l'histoire de la Shoah en partie, ont en commun on a l'impression que la caméra a des émotions. On regarde le film et on a l'impression que la caméra réagit à l'intensité des paroles ou des révélations qui sont faites dans le film.
Et c'est ça, entre autres choses, qui rend le film bouleversant. Mais d'une façon, disons, plus générale, ce sont deux films qui tentent de répondre chacun à sa façon à une question relative au temps que posait déjà Saint-Augustin, qui disait « Où va le présent quand il devient passé et où est le passé ?» Et il y a deux façons complètement opposées de répondre à cette question. Il y en a qui disent le passé n'existant plus n'existe pas. Le passé est très passé. Il y en a d'autres qui, au contraire, vont dire que le passé, c'est la seule chose qui existe, parce que c'est la seule chose qui ne peut pas être modifiée. Si un événement a eu lieu, il demeurera éternellement vrai qu'il a eu lieu, même s'il n'y a pas de souvenir, même s'il n'y a pas de traces, même s'il n'y a pas d'effet observable de ce passé qui a eu lieu. Et comme je suis physicien, je dois parler un peu de physique, ça m'a fait penser à une façon de comprendre la théorie de la relativité d'Einstein. Il y a un certain nombre de physiciens qui essaient de la comprendre en mettant en avant ce qu'ils appellent la doctrine de l'univers-bloc. Univers-bloc. C'est l'idée que l'espace-temps, en fait, il existe de toute éternité, et tous les événements qui ont eu lieu sont dans l'espace-temps, ils y sont encore. Les événements présents sont les lieux qui accueillent notre présence dans l'espace-temps, et les événements du futur, ils sont déjà là, alors que nous ne sommes pas encore. Et donc c'est l'idée que l'espace-temps est comme une partition de musique. Dans une partition de musique, vous avez toutes les notes qui sont présentes. Les notes coexistent dans la partition. Elles existent ensemble dans l'espace. Et c'est le fait de jouer un morceau de musique qui va temporaliser de façon séquentielle des notes qui, sur le papier, existent ensemble. Et vos deux films m'ont paru être deux façons d'illustrer cela de façon assez différente. Votre grand-mère, sa vie, c'est une sorte de partition. Tous les événements sont là, dans sa mémoire, pas toujours consciemment. Et c'est le fait de parler qui lui fait rejouer cette partition. Et de temps en temps, le fait de dire un événement en réveille un autre. On le sort d'une heure, et c'est parce qu'elle a parlé que des souvenirs reviennent. Et puis, dans le film de Route, on a un immeuble qui est le contraire de l'univers-bloc, c'est plutôt un bloc-univers. C'est-à-dire c'est un volume d'espace dans lequel se superposent au même moment différentes strates d'espace-temps. Donc c'est comme un volume qui contient une histoire. C'est une sorte d'hypervolume, puisqu'en le regardant, et en faisant parler les personnes qui l'habitent, on est connecté au passé. Et ça m'a fait penser, et je voulais avoir votre avis là-dessus, à un texte de Proust qui dit ceci. Il est devant une église, dans un village, et il dit « Tout cela faisait de cette église quelque chose d'entièrement différent du reste de la ville. Un édifice occupant, si l'on peut dire, un espace à 4 dimensions, la 4e étant celle du temps, déployant au travers des siècles son vaisseau qui, de travée en travée, de chapelle en chapelle, semblait vaincre et franchir non pas seulement quelques mètres, mais des époques successives d'où il sortait victorieux. » Autrement dit, l'immeuble, c'est une sorte de façade qui nous connecte à son passé. Et je crois qu'ici, j'avais déjà expliqué que si l'incendie de Notre-Dame a provoqué autant d'émotions, c'est parce qu'en regardant la façade de Notre-Dame, on est connecté à une sorte d'hypervolume qui nous met en relation avec ceux qui l'ont construite il y a plus d'un millénaire. Et là, c'est un peu la même chose. Le fait de regarder la façade de l'immeuble nous connecte à tout ce qui s'y est passé en concentrant l'histoire dans un lieu unique. Et une des scènes qui m'a le plus touché, c'est celle où on voit un vieux monsieur qui vit aux États-Unis. Vous l'avez retrouvé, il ne sait pas qui étaient ses parents ni ce qu'il faisait, et il ne veut pas en entendre parler, dans un premier temps. Mais il accepte que vous parliez à sa fille, dont vous dites qu'elle serait intéressée d'apprendre qui étaient ses grands-parents. Et puis le monsieur finit par venir à cette adresse, et là, tout d'un coup, l'espace dans lequel il est se transforme en doute, qui est la phrase de Pérec que vous citez dans votre livre. Il se demande si ses parents ont bien touché, ont marché sur les pavés qui sont encore là, ou si les pavés ont été changés, auquel cas ça ne serait plus vrai. Il se demande si ses parents ont touché la poignée de la porte. Enfin, il interroge l'espace pour essayer de retrouver une trace de ses parents, et on a l'impression que son corps est conscient qu'il traverse la rémanence du spectre
de ceux qui ont habité cet immeuble dans le passé, notamment ses parents qu'il n'a pas connus. Enfin, ici, il les a connus, mais il n'a pas gardé de souvenirs. Et donc, la question que je voulais vous poser, c'est en quoi le fait d'apprendre l'histoire de votre grand-mère, en même temps que vous la filmez, hein, donc quelle est la part qui revient au cinéaste et quelle est la part qui revient au petit-fils, quoi. Ça ne doit pas être facile de démêler les deux choses toujours. En quoi le fait qu'elle révèle ce passé que vous ignoriez a-t-il changé de façon rétroactive le rapport que vous aviez avec votre grand-mère? Alors, c'est vrai que j'ai appris énormément de choses pendant ces 3 jours que je ne savais pas. Je savais que la partie visible, c'est une femme qui a été déportée, qui a perdu un fils là-bas et qui est revenue. Voilà. Je savais un peu plus que ça et qu'il y avait un numéro sur le bras. Voilà. Pas beaucoup plus que ça. Et donc, évidemment, pendant ces 3 jours, j'ai appris énormément de choses. En fait, ce qui est compliqué, c'est que sur le coup, ça n'a pas changé grand-chose. Et en fait, je n'ai pas fait grand-chose de ça. C'est-à-dire que après ces enregistrements, je les ai posés sur une étagère, je les ai fait des copies en me disant mes enfants le verront, puisque c'était pour mes enfants que je faisais ça. Et en fait, je n'ai rien approfondi du tout. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai considéré que c'était une fin, et alors qu'elle m'avait quand même, elle m'avait parlé, mais je ne suis pas sûr d'avoir complètement entendu ce qu'elle me disait. C'est-à-dire que, et ça a mis 25 ans pour que finalement je fasse quelque chose de cette matière qui était encore une matière brute, d'en faire un film. Et en faisant un film, c'est-à-dire un montage, il a fallu forcément aller creuser des questions. Elle n'était plus là, mais avec mon fils, on a forcément dans ce temps de montage forcément approfondi ce qu'elle disait, fait quelques recherches, ajouté des images, des photos de famille, posé des questions, et le travail a commencé à être fait, mais 25 ans plus tard. Et donc finalement, le fait qu'elle ait, certes elle a parlé, mais que cette parole était quand même difficile, c'est la première fois, elle sentait qu'il fallait le faire, mais ça suivait quand même 25 ans de silence absolu dans la famille. C'est comme si ce silence, j'avais encore besoin de le transporter avec moi, encore pendant 25 ans, jusqu'à ce que se fasse enfin quelque chose de cette parole. Donc c'est bien, bien longtemps après que j'ai l'impression que ça m'a... Voilà, elle m'ait transmis vraiment quelque chose. Et est-ce que ça a changé la façon dont votre grand-mère, après coup, vous a parlé ou s'est comportée avec les uns et les autres? Non, je ne crois pas. Enfin, je n'ai pas ce souvenir-là. On avait une relation qui était déjà extrêmement complice, forte, etc. J'ai même habité chez elle, étant adulte, avec mes enfants. On avait une relation très forte, et j'ai pas eu ce sentiment-là. Non. Alors moi, je vais revenir un tout petit peu en arrière sur les images que vous citiez. Évidemment, Proust enfin bon, c'est toujours compliqué de... Enfin, évidemment, il y a une inspiration. Et d'ailleurs, Proust considère la recherche du temps perdu justement comme une cathédrale et comme une... Enfin, il parle lui-même de l'architecture de la mémoire. Et donc la question, enfin, si vous voulez, la manière dont évidemment un lieu encapsule le temps est complètement cruciale dans la recherche. Et c'est pour ça d'ailleurs que donc vous avez parlé de Henry Haussmann, qui est cet homme que j'ai rencontré à New York, qui était dans une relation assez farouchement défensive et qui a facilement... Alors voilà, donc j'explique en 2 mots. Cet homme, Henry Haussmann, a vécu au 209 rue Saint-Maur avec ses parents jusqu'en 1942, après quoi lui a été caché. Ses parents ainsi que son frère ont été déportés. Il a été caché jusqu'à la fin de la guerre, et après la guerre, il a été récupéré par de la famille, qui l'a emmené, enfin, de la famille américaine, de telle sorte que non seulement il ne parlait plus qu'à peine le français, mais évidemment, il n'avait absolument aucun souvenir de sa famille, de ses parents. Et finalement, il a accepté avec sa fille de revenir au 209 rue Saint-Maur. Et je voudrais dire que c'était quelque chose de très important, c'est-à-dire que la question du retour aux sources, du pèlerinage sur les lieux, n'était pas quelque chose qui m'importait beaucoup, dans le sens où
là on parle justement de plusieurs dimensions et c'est pour ça que j'insiste dessus. Pour moi, ce que je tentais de regarder et de faire, c'était pas simplement revenir sur les lieux. C'était vraiment cette hypothèse, enfin encore une fois, en fait c'est pas une hypothèse, c'est une croyance. Et d'ailleurs Proust aussi parle de foi quand il parle de la fameuse Madeleine, n'est-ce pas? Il en parle d'abord en disant qu'une vieille croyance celtique dit que le temps est renfermé dans les objets. Et donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la croyance, c'est que, comme vous le disiez, je ne crois pas du tout au temps linéaire. Je crois que les temps sont perméables les uns avec les autres et qui sont donc encapsulés dans des lieux. Et ce qui a été il y a eu 2 épisodes en fait qui ont été très spectaculaires à mes yeux quand Henri Haussmann est revenu au 209 rue Saint-Maur. Et dans ce retour même, il y avait quelque chose de complètement absurde parce que pour lui, c'était pas un retour, c'était la première fois qu'il y allait. Alors qu'en réalité, il avait passé 6 ans de sa vie dans cet endroit, puisqu'il y est né en 1937, je crois. Donc il a passé au moins 5 ou 6 ans de sa vie en famille, dans ce lieu, qui a été donc le seul lieu qu'il a accueilli avec ses parents. Et comme vous l'avez raconté, d'une part, quand il est arrivé, il a touché cette porte cochère, cette petite poignée en acier, en me demandant si ses parents l'avaient touché. Et c'était quelque chose de très curieux pour moi, parce que c'était aussi d'ailleurs une posture très bizarre dans tout ce film, puisque j'étais devenue une sorte d'intermédiaire fantasmatique entre les morts et les vivants. C'est-à-dire, il pensait, et d'ailleurs la séquence se clôt par la question suivante, à un moment il s'est retourné vers moi, il m'a dit « Est-ce que mes parents ont été heureux ici ?» Comme si j'en avais moi-même été le témoin. Et donc il m'a demandé si ses parents avaient touché cette porte. Je lui ai dit que c'était tout à fait probable. Et ensuite il s'est passé la chose suivante, en effet, c'est une cour pavée. Et là, évidemment, pour tous ceux qui ont lu La Recherche du temps perdu, et notamment Le temps retrouvé, il y a l'épisode final du temps retrouvé, qui est la soirée chez la nouvelle princesse de Guermantes, où le narrateur se prend les pieds dans les pavés et que justement ce mouvement de claudication fait un retour en lui qui est équivalent à celui de la Madeleine et qui va être finalement ce grand retour de reprise sur le temps qui clôt La Recherche du temps perdu. Et donc lui est arrivé dans cette cour pavée et de la même manière pratiquement m'a dit « Est-ce que mes parents ont marché sur les pavés ?» Et ensuite, il s'est passé quelque chose d'extrêmement curieux. Et vous avez raison, parce que ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre du pèlerinage, encore une fois, de la deuxième dimension, de 2 dimensions, mais quelque chose qui est, je ne sais pas comment le qualifier, qui est vraiment de la... Il s'est passé la chose suivante. Je l'ai amené donc dans l'escalier. Encore une fois, c'est un immeuble extrêmement humble. C'est un immeuble qui a été construit au milieu du 19e siècle pour des ouvriers. Les appartements étaient minuscules. C'était souvent une pièce ou 2 pièces de 12 ou 15 ou 20 mètres carrés, grand maximum. Les toilettes étaient évidemment sur le palier. Il n'y avait pas d'électricité. Et là, il commence à monter cet escalier en s'exclamant avec sa fille sur la petitesse, sur son étroitesse, parce qu'évidemment, il vient des États-Unis, donc il est habitué quand même à mettre des dimensions un petit peu plus grandes. Et c'était vraiment déjà la première expérience de son corps dans l'espace. Et encore une fois, je pense qu'on a tous des souvenirs des dimensions de notre corps dans l'espace, de notre enfance, qui nous arrivent subrepticement. Et tout à coup, il montre une porte qui est dans le couloir, enfin à un demi-palier, qui sont les anciennes toilettes, qui sont aujourd'hui condamnées. Et il me dit, mais qu'est-ce que c'est? Et je lui dis, écoutez, ce sont les toilettes. Il me dit, mais comment ça? Il n'y avait pas de salle de bain dans l'appartement? Je dis, non, les gens allaient dans les bains communaux, dans les bains municipaux. Et là, il s'est passé vraiment quelque chose de très curieux sur lequel je reviens, par exemple, par écrit, parce que c'était pour moi, vraiment, je pense que ça a été un des moments les plus forts de ce film. Cet homme qui me disait « Je ne me souviens de rien, je ne veux pas me souvenir, je ne connais pas, je ne me souviens pas de la tête de ma mère, je ne veux pas parler le français, je ne veux pas savoir ce qu'il faisait comme métier », quand j'ai prononcé le mot « bain municipal », il s'est arrêté, il a arrêté de parler, et là, ça c'est quelque chose que j'ai écrit, pardon de le répéter, mais c'était comme si je voyais la circulation de la réminiscence dans son corps,
Et il m'a dit, les bains municipaux, ça je me souviens, mes parents m'emmenaient aux bains municipaux. Et c'était évidemment la question du corps qui était centrale. C'est-à-dire que tout à coup, le souvenir de cet homme qui avait à l'époque 79 ans, mais de ce corps enfant qui avait été touché, qui avait été douché, touché, caressé, choyé par ses parents, ressuscitait de façon complètement subite dans ce pauvre escalier un peu pourri. Et en effet, là, ce n'était pas du tout de l'ordre du pèlerinage ou du « je me souviens », mais c'était la rencontre des temporalités et des corps dans ces différentes temporalités. Pardon d'avoir été un petit peu long. Si je peux me permettre, ce que vous dites là, ça fait exactement penser à ce petit passage de la recherche, parce que du coup je l'ai relu, enfin, pas toute la recherche, hein, mais je suis tombé là-dessus. Ça dit en 5 lignes ce qui s'est passé pour ce monsieur, qui est en effet spectaculaire. Il dit ceci: qu'un bruit ou qu'une odeur déjà entendue ou respirée jadis le soit de nouveau, aussitôt l'essence permanente et habituellement cachée des choses se trouve libérée, et notre vrai moi, qui pendant longtemps semblait mort, qui depuis longtemps semblait mort, mais ne l'était pas entièrement, s'éveille, s'anime en recevant la céleste nourriture qui lui est apportée. Bien sûr, à la différence de Proust, ceci dit, et ça c'était la grande, évidemment, le grand problème de ce film et de ces rapports-là, c'est qu'à la différence de Proust, pour ces gens, malheureusement, il n'y avait pas que le temps qui avait fait son œuvre. C'est-à-dire que la violence de la disparition, la violence de la catastrophe, avait induit finalement des ruptures. On est en plein dans notre sujet si radical que là, c'était pas simplement un ancien moi qui ressuscitait. Enfin, c'était, ou plutôt que cette reprise-là était encore plus spectaculaire. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui était reconquis par-delà la violence. Oui, mais justement, il parle d'un moi qui était mort. Oui, tu veux dire que la rupture qu'il y a dû y avoir lorsque il a été arraché à ses parents a peut-être fait aussi que tout a été annihilé, anesthésié. Oui. Jusqu'au jour où toi, tu lui fais revivre quelque chose où il est touché par le corps de ses parents, où ses parents touchent son corps dans les bains municipaux. Il y a quelque chose qui ressurgit là. Oui, je pense. Et encore une fois, juste pour commenter, enfin pour ajouter juste un élément concernant cet homme, Henri Haussmann, il avait donc été caché en 1942. L'hypothèse que j'ai faite, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui à mon avis peut être soutenue, c'est qu'il y a eu la rafle de juillet 1942, que ses parents, ils n'ont donc pas été arrêtés au moment de la rafle, ils ont dû se cacher à ce moment-là, et peu après la rafle, sa mère a dû essayer de le cacher, puisque ses parents ensuite ont été arrêtés au 209 rue Saint-Maur, mais en novembre 1943. Et en fait, ce qu'il m'avait raconté, c'était d'ailleurs l'autre seul souvenir qu'il avait, il me disait juste, je me souviens, ma mère m'a traîné dans un escalier, puis elle a lâché ma main. Et donc, j'avais reconstitué la chose suivante, sa mère avait dû l'amener dans un endroit où que ce soit, enfin il y avait des lieux comme ça où on pouvait, voilà, qui servaient des associations qui servaient d'intermédiaires pour cacher les enfants. Il se souvenait de cet escalier très raide. Sa mère avait lâché sa main pour le confier à ces gens. Évidemment, j'ai compris là aussi quelque chose qui ne m'était jamais venu à l'idée, c'est à quel point le sauvetage ressemble à un abandon. Et il se trouve qu'il est probable que les escaliers qu'il avait grimpés ce jour-là avec sa mère étaient à peu près les frères jumeaux des escaliers qu'on avait grimpés ensemble au 209 rue Saint-Maur. Donc il y avait quelque chose, si vous voulez, qui était qui tout à coup comme des sortes d'indices spatiaux qui se sont collés les uns avec les autres, et où il y a eu cette survenue de la réminiscence dont il était, et c'est ça, il y a eu un silence qui a régné, et ensuite un énorme sourire où il m'a dit « Je me souviens ». Il faisait du Georges Perec sans le savoir. Oui, ça me fait penser à... Juste avant de tourner, avec ma grand-mère, j'avais produit un film documentaire qui s'appelle Premier Convoi, qui est un film qui est passé sur Arte, qui racontait le témoignage des 12 survivants du premier convoi de Juifs de France déportés de Drancy à Auschwitz
déportés le 27 mars 42. Et ils étaient 12 en 90 survivants, et le réalisateur Pierre-Oscar Lévy a refait avec eux tout le trajet depuis leur arrestation, la plupart du temps à Paris, mais de temps en temps aussi hors de Paris, et Drancy, Auschwitz, c'est le retour à l'hôtel Lutetia, et voilà. Et à l'hôtel Lutetia. Donc on a tourné à l'hôtel Lutetia, qui évidemment ne ressemblait. C'était avant la rénovation là qui a lieu maintenant, mais c'était quand même plus tout à fait l'hôtel Lutetia de 45, j'imagine. Et donc chacun racontait le souvenir qu'il avait de ce retour à l'hôtel Lutetia et les émotions que ça l'avait procuré. Et il y en avait un qui pendant tout le film avait été extrêmement droit comme ça, qui ne voulait pas montrer d'émotion, qui voulait rester dans les mots sans pathos particulier. Et il a dit, à un moment, il dit, bon, je reconnais un peu le lieu. Bon, évidemment, depuis, on a fait le ménage, on est passé l'aspirateur, et là, il s'est effondré. Il s'est complètement effondré, il s'est mis à trembler, à pleurer, et il ne pouvait plus dire un mot. Mais soudainement, comme ça, c'est venu comme une espèce d'émotion trop contenue et de souvenir probablement d'une image qui est venue, très forte. Ça me fait penser à ce que tu dis. Et il s'est effondré. C'est intéressant parce que quand tu dis l'aspirateur, c'est l'aspirateur de la mémoire aussi. Et donc, il avait tout enfoui alors que quelque chose ressort à ce moment-là, de souvenirs. Étienne. Bon, on a beaucoup parlé de Pérec, là, mais ce qu'on voit dans votre film et un peu dans le vôtre aussi, même s'il y a moins de personnages et pour cause, c'est que tout l'effort qu'on fait pour ne pas se souvenir n'empêche pas qu'on finisse par se souvenir, et ça passe par le corps. Et c'est souvent suscité par la rencontre avec l'espace, même si on n'a pas de souvenir de l'espace. C'est comme si l'espace lui-même gardait une trace, une mémoire qu'on n'a pas en soi, mais que la rencontre avec cette trace dans l'espace réveille en soi. Et il y a ce livre de Georges Perec, on a cité La disparition, mais il y a cet autre livre qui s'appelle Espèce d'espace, dans lequel il dit cette phrase qui est incroyable parce qu'il parle de chemin de fer, de rails de chemin de fer, donc ça évoque un peu la déportation. Voilà ce qu'il dit. Ça n'a rien d'ectoplasmique, l'espace. Ça a des bords, ça ne part pas dans tous les sens. Ça fait tout ce qu'il faut faire pour que les rails de chemin de fer se rencontrent bien avant l'infini. Et j'ai pensé à cette phrase en voyant la scène où tout le monde se trouve rassemblé, ceux qui vivent là encore, ceux qui n'y étaient plus et qui reviennent, qui retrouvent les lieux. Il y a une espèce d'image incroyable où des trajectoires très séparées dans l'espace-temps se retrouvent finalement au même endroit, ensemble, avec des échanges de regards qui traduisent une complicité qui a persisté malgré la séparation. Et malgré que ces gens ne se connaissent pas tous. Oui, alors, en fait, il y avait aussi autre chose. C'est qu'en effet, donc, le film se clôt sur cette sorte, les gens reviennent, tous les gens que j'ai rencontrés reviennent dans l'immeuble. En fait, ce qui est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi un immeuble, il y avait énormément de raisons de vouloir faire ce film. Mais l'une d'entre elles, qui était là pour le coup plus d'un point de vue, je dirais, micro-historique, c'était aussi que je trouvais assez intéressant, même si naturellement, et voilà, on peut dire qu'il y a plusieurs pôles, c'est-à-dire il y a le pôle du récit individuel qui est absolument essentiel, crucial et qui fonde évidemment une part des témoignages. Là, évidemment, dans le choix d'un immeuble, c'est-à-dire d'un lieu collectif, il y avait aussi la question de qu'est-ce que c'est finalement tenter d'explorer le temps et l'espace, mais à travers un lieu collectif, donc peuplé de voisins, et notamment dans un temps où, évidemment, les liens entre voisins sont des questions un petit peu vitales. Et en fait, l'enquête, ce qu'elle a produit, c'est pas simplement que j'ai retrouvé les gens, mais par l'archive, et c'est ça qui était aussi fou, c'est qu'on pouvait faire ressurgir, encore une fois, j'étais pas seule dans l'enquête, j'ai été épaulée, c'est pas... Mais ce qu'on pouvait faire ressurgir, c'est les liens entre les voisins. C'est-à-dire que d'abord, j'ai reconstitué les voisinages, qui habitaient à côté de qui voyait qui a sauvé qui, etc. Et comme il y avait beaucoup d'enfants qui étaient trop jeunes pendant la guerre, évidemment, pour s'en souvenir, tout à coup, je suis devenue détentrice d'un savoir, de choses qu'eux-mêmes ignoraient.
mais qui concernait évidemment les liens invisibles qui avaient uni les gens dans cet immeuble. Et donc en réalité, la réunion finale dans cette cour d'immeuble, non seulement c'est les gens qui sont confrontés les uns avec les autres, mais en réalité c'est aussi comme la mise à nu de liens complètement oubliés, ou complètement, et c'est bien normal d'ailleurs, c'est pas que je suis une militante absolument obsessionnelle de la mémoire, je trouve que l'oubli est aussi très physiologique. Mais c'était comme si, finalement, tout ce dont je vous parlais au début, c'est-à-dire les croisements de regards, les portes qui s'ouvrent, au contraire qui se ferment, les mains qui se tendent pour aider, tout à coup, étaient présentes avec nous. Donc c'était en fait aussi toute la micro-société de l'immeuble ancienne qui était présente là-dedans. Et pour reparler juste d'Henry Haussmann, cet Américain, en fait, je me suis aperçue en faisant l'enquête, enfin j'ai un tout petit peu compris les trucs, il y avait une autre femme, celle qui habitait en Israël, qui habitait dans l'immeuble, enfin dans la façade d'à côté. Et en fait, j'ai compris que les parents d'Henri étaient amis avec les parents de cette femme, Odette, et que c'était notamment qu'il lui avait donné de l'argent pour payer la pension de sa cachette. Enfin, bon, ne rentrons pas dans les détails. Toujours est-il que Henri, lors de cette dernière rencontre dans la cour avec tout le monde, a rencontré Odette, et Odette, qui avait à l'époque 13-14 ans pendant la guerre, lui a dit « Mais bien sûr, je me souviens de ce petit garçon qui traversait la cour avec son manteau, parce qu'il avait une très bonne mémoire des couleurs, son manteau couleur brique. » Et tout à coup, je me suis rendu compte qu'en fait, non seulement, évidemment, les mémoires existent dans les espaces, mais en plus, la mémoire de cet enfant que plus personne n'avait existait finalement dans la tête de cette femme qui habitait à des milliers de kilomètres de chez lui, qu'il n'avait jamais vue et qui, tout à coup, ressuscitait précisément dans la cour de cet immeuble. Mais est-ce que c'est la même question que je posais à Patrick tout à l'heure. Est-ce que le film et toute l'enquête qui a été donc révélée à ces gens a changé la vie dans l'immeuble aujourd'hui ? D'abord, les gens étaient d'abord très accueillants, étonnamment, parce que franchement, je pense que ce n'est pas tous les immeubles à Paris qui auraient pu accueillir ce genre de tournage. Et puis moi, je me sentais un peu coupable aussi d'arriver avec ces histoires un tout petit peu lourdes. Et Muriel, vous avez dit tout à l'heure que je me suis battue pour faire apposer la plaque. Ben, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est la mairie de Paris qui, alors évidemment, après le livre, après le film, etc., mais m'a sollicité et a sollicité les habitants de l'immeuble. Donc, les habitants de l'immeuble sont complètement partie prenante, en fait, de cette histoire. Et voilà. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est noué là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Juste un commentaire. Je me dis qu'il s'appelle Henri, l'Américain. Oui. C'est ça. J'ai l'impression que quand Henri a accepté de revenir, quelque chose dans son corps a voulu ça. Probablement. Madame Zilberman, je voulais juste vous demander si cette rafle rue Saint-Maur, je ne me rappelle plus de tout, j'ai regardé le film il y a un petit moment, a été faite sous délation ou c'est complètement accidentel cette rafle? Non, Parce mais que comme il y en avait eu une grande, vous avez signalé en juillet 42, ça c'était une autre rafle. Mais, enfin, vous savez, il y a eu des rafles pendant toute la guerre. Donc il y a des rafles qui sont très identifiées, qui sont même pas des rafles. D'ailleurs, il y a des arrestations en 1941 qui sont particulièrement contre les Juifs, les hommes étrangers. Ensuite, il y a la grande rafle parisienne en juillet 1942. Ensuite, il y a d'autres rafles qui concernent des nationalités particulières. Et il y a parfois des délations. Mais de fait, je peux pas assurer. Et j'ai cherché avec Laurent Joly, qui est un grand spécialiste et de la période et de la question des délations. Mais on n'a pas réussi à trouver, enfin, ça aurait été identifié vraiment une aiguille dans une botte de foin, comme on dit. On n'a pas identifié de délation. Mais il y avait suffisamment, si vous voulez, de rafles organisées pour procéder à un certain nombre de déportations sans elles.
Je voudrais aussi poser une question à Monsieur Sobelmann. Votre grand-mère, dans le récit, dans le film, dit souvent on a été ramassé, on a été ramassé. Et quand elle revient, où les conditions sont meilleures, elle dit on a été emmené. Si vous voulez, ça m'a frappé le fait qu'elle dise ramasser, et quand elle revient à la vie normale, elle dit emmener. Je ne sais pas si ça vous a frappé, mais moi, ça m'a frappé. Alors, c'est peut-être aussi le fait qu'elle parlait allemand au départ, qu'elle ne veut plus parler allemand, ou peut-être yiddish, je ne me rappelle plus, et qu'ensuite, elle remplace le mot « emmener ». Tout est possible, mais je pense que les mots... elle disait quand même pas les mots par hasard. Elle parlait un français, comme vous avez vu, et elle avait sa façon à elle de parler français. Mais je pense que les mots sont pas mis par hasard. Je pense que ramasser, c'était vraiment... On était comme du bétail, quoi. On était vraiment... on n'était plus... on était déjà des numéros, ou on n'était plus des personnes humaines. Et je pense qu'elle associait ces moments-là à ce mot-là, enfin, ou ce mot-là, c'est à ces moments-là, voilà. Et je pense pas que ce soit par hasard, non. Autre question? Au milieu, il y a une question. Merci infiniment pour ces deux films qui sont magnifiques. Vous pouvez juste enlever votre masque pour poser la question. Merci. Juste une réflexion, Monsieur Sobelmann. Quand vous parlez de l'hôtel Lutetia et cet homme qui dit on n'a pas fait la poussière depuis, et on n'a pas passé l'aspirateur, comme si pour lui, cet hôtel était figé dans le temps, en fait, que tout s'était arrêté au moment où... En fait, ce que je pense, c'est qu'il cherchait une façon de faire, pas de faire une blague, parce que le mot n'est pas bien choisi, mais de dire quelque chose pour évacuer son émotion. Donc il dit, bien sûr, on a passé l'aspirateur, comme on essaie de contourner la question directe de l'émotion que ça lui procurait de se retrouver à l'hôtel Lutetia. Et puis, en fait, en faisant ce détour-là, il s'est effondré parce qu'en fait, il ne pouvait pas. Voilà. C'est comme ça que je l'ai en fait entendu, disons. Ouais. Et autre chose, une autre réflexion, ce qui est très beau dans votre film, Madame Zibelman, c'est que le passé se confond avec le présent. C'est ça qui m'a beaucoup bouleversée. Et du coup, c'est une réflexion aussi sur le futur éventuel et ne jamais oublier en fait que ce qui a pu se passer dans le passé peut peut-être se reproduire un jour dans le futur. Voilà. Merci. Bonjour, une grande émotion à avoir vu vos deux films, et tout particulièrement le film de Monsieur Sobelmann. On a tous été des petits-enfants de grands-parents, et on aurait aimé leur poser pendant 3 jours des questions comme ça. L'émotion que vous ayez laissé une journée après le témoignage de votre grand-mère dans cette forêt, et que, voilà, quand même, il y a une journée entière sur ces 3 jours qui est dans le silence, tellement c'était dur. Et je me suis demandé, quand vous disiez, enfin, dans ces 25 ans avant de reprendre ce film, la question de votre grand-mère qui dit plusieurs fois, vous lui demandez, mais pourquoi t'es pas partie? Et qu'elle, je dirais un peu comme ça, qu'elle vous sort l'histoire de Arlette. On a du mal, enfin, est-ce qu'il n'y avait pas autre chose? Je ne sais pas, j'ai trouvé, elle voulait être là pour la libération, pour voir la fête. Et est-ce que ça vous a posé, enfin, voilà, moi je me suis interrogée quelques jours, puisque je l'ai vu il y a quelques jours, mais est-ce que pendant 25 ans, vous êtes resté sur cette histoire-là? Voilà, merci pour votre film en tout cas. Alors, là, vous posez une question qui m'a hanté très longtemps, en fait, et dont je sais, pour ceux qui n'ont pas vu le film, donc effectivement, elle me dit qu'elle veut rester
Elle ne part pas en Suisse parce qu'elle veut rester, parce qu'elle veut voir la victoire de la France et la défaite des Allemands, tout en disant que par ailleurs, et donc quand je reviens dessus le lendemain, parce que je ne peux pas croire une chose pareille, vu le danger qui avait resté son mari et sa fille qui partent, ça n'avait pas de sens de rester. Et donc en revenant dessus le lendemain, enfin le surlendemain, elle dit qu'en fait elle n'est pas partie parce qu'elle était enceinte, qu'elle voulait avorter, qu'elle ne pouvait pas en parler à son mari, qu'elle est restée et qu'elle devait le rejoindre. Bon. En fait, je me suis contenté de cette réponse pendant très très longtemps, et c'est seulement maintenant, mais vraiment maintenant, que je me rends compte qu'elle, en fait, elle l'a rejoint 18 mois, enfin, elle voulait le rejoindre, mais ça a pris 18 mois, c'est pas quelques jours ou même quelques semaines, donc il y avait forcément quelque chose d'autre. Il y a un secret là-dedans, sur lequel je n'ai que des hypothèses, mais en fait, ce qui me bouleverse, ou je n'arrive pas encore à comprendre, c'est comment est-ce que ça prend autant de temps pour moi, ça a pris autant de temps pour moi de vraiment vouloir savoir. C'est seulement maintenant que je découvre que ce film, en fait, qui devait être une fin de quelque chose, est en fait le début d'une enquête. C'est comme si je menais maintenant une enquête sur savoir ce qui s'est passé dans sa vie, et à ce moment-là, maintenant, alors qu'elle n'est plus là pour le raconter, que le film est fait, tout aurait dû être dans le film, et en fait, j'ai une espèce d'autre enquête maintenant qui commence pour essayer de remplir les trous, parce que dans le film, il y a des trous. Vous en avez nommé un, et la réponse n'est pas dans le film. Donc c'est comme si le travail de mémoire me prenait moi aussi énormément de temps, et que c'est seulement maintenant qu'il devient absolument vital de tout savoir, au moment où par ailleurs c'est plus compliqué forcément de remplir les trous, parce qu'elle n'est plus là, parce qu'il y a moins de personnes autour de moi qui peuvent savoir, et j'y arriverai probablement pas.